Bonjour tout le monde. Alors nous sommes l'équipe numéro 4, composée de Sabrine Bahamou et Raquel Cachero-Millette, IPS en santé mentale, Anne-Frédérique Giroir et Andy Ireta Hercule, IPS en première ligne, et Maude Saint-Onge et Elena Valsin, IPS en soins adultes. Nous allons vous présenter aujourd'hui une analyse du modèle du fonctionnement familial McMaster. Le modèle McMaster est un modèle qui a été élaboré par Nathan Epstein et ses collaborateurs à la fin des années 50 à l'Université McGill à Montréal. Il a ensuite été développé à l'Université McMaster en Ontario dans les années 70, puis à l'Université de Rhode Island aux États-Unis, puisqu'à cette époque, Epstein se déplaçait entre ces universités. Le modèle McMaster est un modèle d'évaluation du fonctionnement familial principalement basé sur le concept de la santé. En ce sens, ce modèle cherche à déterminer quelles dimensions du fonctionnement familial ont un impact bénéfique ou défavorable sur la santé. Alors, pour commencer, il est important de vous préciser que le modèle McMaster se base sur des théories systémiques et comprend aussi des outils d'évaluation ainsi qu'un modèle d'intervention qui vous seront tous présentés tout au long de notre présentation. Ce modèle, qui a évolué au fil des années, fournit aujourd'hui aux cliniciens des méthodes claires, structurées et valides empiriquement pour intervenir auprès des familles. Afin d'élaborer ce modèle, Epstein et ses collaborateurs se sont basés initialement sur 5 postulats de départ qui font tous référence au principe de l'approche systémique. Le premier postulat est que tous les membres de la famille sont interdépendants, ce qui fait référence au principe d'interdépendance, qui explique que chaque personne d'une famille est influencée par les autres membres de la famille et vice-versa. Ensuite, le deuxième postulat est qu'on ne peut pas comprendre un membre de la famille s'il est isolé du reste de cette dernière. En effet, pour bien comprendre les comportements d'une famille d'un groupe, l'analyse des éléments intrinsèques d'un seul de leurs membres est insuffisante. Il faut donc considérer la famille ou le groupe en entier auquel il appartient afin de comprendre l'individu contextualisé dans ce groupe, ce qui se rapporte au principe de totalité. Le troisième postulat est que le fonctionnement de la famille ne peut pas être bien compris si l'on s'intéresse uniquement à chacun de ses membres individuellement, ce qui fait encore référence, comme mentionné un peu plus tôt, au principe de totalité et d'interdépendance. Le quatrième postulat est que la structure et l'organisation de la famille sont des facteurs importants qui déterminent le comportement de ses membres. Il considère donc la famille comme un système qui est ouvert, possédant des mécanismes de régulation lui permettant de rester dans un état stable. Ce postulat fait donc référence au principe d'homéostasie. Finalement, le cinquième postulat est que les modes transactionnels ont une grande influence sur le comportement individuel de chacun. Ce dernier postulat fait référence au principe de rétroaction pour lequel les interactions au sein d'une famille résultent d'une causalité circulaire plutôt que linéaire. De plus, dans son modèle, Epstein évoque que la famille permet le développement et l'équilibre de ses membres autant au niveau physique que psychologique. Alors, selon lui, pour y arriver, la famille doit donc faire face à certaines tâches qu'il regroupe dans 3 principaux domaines. Premièrement, nous avons les tâches de base, telles que les tâches comme fournir un abri, fournir la nourriture, qui répondent aux besoins de base. Ensuite, nous avons les tâches développementales, qui représentent principalement les problèmes que chacun doit surmonter tout au long de sa vie, tels que apprendre à marcher ou à parler. Finalement, nous avons les tâches accidentelles, soit la capacité à s'adapter aux imprévus de la vie, tels que la maladie ou un décès. Le modèle vise donc à décrire comment la famille arrive à accomplir l'ensemble de ces tâches et d'établir pour quelles raisons. Pour l'élaboration du modèle du fonctionnement familial McMasters, plusieurs dimensions du fonctionnement familial ont été évaluées. Cependant, le modèle n'a retenu que les 6 dimensions du fonctionnement familial qui sont le plus susceptibles de présenter un dysfonctionnement. Tout d'abord, il y a la dimension de résolution de problèmes. Elle évalue la capacité de la famille à résoudre les problèmes qu'elle rencontre. Ce modèle catégorise les problèmes en 2 types, soit les problèmes instrumentaux, qui sont des problèmes reliés aux tâches de base de la famille, et les problèmes affectifs, qui concernent la gestion des émotions au sein de la famille. Le modèle propose d'analyser la capacité de résolution de problèmes de la famille selon 7 étapes. Plus la famille arrive à résoudre d'étapes, plus elle est considérée comme ayant une bonne capacité de résolution de problèmes. Ensuite, il y a la communication, qui correspond à la manière dont l'information est échangée au sein de la famille entre ses membres. La communication dans ce modèle concerne 2 sujets, soit les sujets instrumentaux comme les tâches de base de la famille, ou les sujets affectifs qui concernent la communication des émotions. La communication est évaluée selon la clarté du message et sa direction.
La famille avec un fonctionnement optimal dans la dimension de communication communique de façon claire et directe. Une critique qui pourrait être faite sur cette dimension est qu'elle met l'accent sur la communication verbale seulement. La communication non verbale n'est pas évaluée. La troisième dimension est la répartition des rôles au sein de la famille. Le modèle évalue la manière dont les rôles sont remplis et par qui ils le sont. Le modèle reconnaît trois types de rôles, soit les rôles instrumentaux, les rôles affectifs et les rôles mixtes. Dans une famille au fonctionnement optimal, les rôles sont bien répartis et la substitution des rôles est possible selon les besoins. La quatrième dimension est la réponse affective. Il s'agit de la réponse émotionnelle des membres de la famille à une situation spécifique. Le modèle reconnaît deux types d'émotions, soit les émotions d'assistance comme la tendresse et la consolation, et les émotions d'urgence comme la colère et la peur. Deux aspects sont évalués dans cette dimension, soit le nombre d'émotions pouvant être exprimées et l'adéquation entre les émotions et la situation. Pour dire qu'une famille a un fonctionnement optimal dans cette dimension, les émotions exprimées par la famille doivent être variées, adéquates à la situation et d'une intensité et durée adéquates. Cependant, on trouve que le fait de catégoriser les émotions en deux types seulement nous semble un peu réducteur pour l'évaluation de l'entièreté du spectre des émotions qui peuvent être exprimées au sein d'une famille. L'implication affective, quant à elle, correspond à l'attention que les membres de la famille se portent les uns envers les autres. Ce modèle catégorise l'implication affective en 6 types. L'implication empathique qui correspond à un intérêt envers les autres en tant que personne est jugée comme le type d'implication caractéristique d'une famille au fonctionnement optimal. Il aurait aussi été intéressant de faire une place dans l'évaluation de cette dimension à la relation de la famille avec le professionnel de la santé. La dernière dimension est le contrôle du comportement. Le comportement de la famille est évalué dans trois types de situations, soit les situations de danger physique, d'expression des besoins physiologiques et des comportements sociaux. Le contrôle du comportement peut être exercé de 4 manières différentes. Le fonctionnement familial optimal pour cette dimension serait d'exercer un contrôle flexible du comportement dans la famille. Il y a eu une évolution du modèle au fil des années et Epstein et ses collaborateurs ont reconnu des modèles transactionnels dysfonctionnels au sein des familles, ce qui a mené à l'addition de cette septième dimension. Ces modèles font référence à des caractéristiques ou des interactions entre les membres de la famille qui sont associées à un fonctionnement inadéquat dans une ou plusieurs des dimensions mentionnées plus haut. Ces comportements transactionnels servent surtout à diminuer l'anxiété ressentie par la famille au détriment de son fonctionnement global. Cependant, ils ne sont pas nécessairement la principale cause du dysfonctionnement familial. Certains modèles peuvent être dysfonctionnels pour une famille et adaptatifs pour d'autres. L'addition de cette dimension permet de poser des hypothèses circulaires qui mettent en évidence des situations ou patterns familiaux identifiables qui illustrent bien le dysfonctionnement de la famille. Le premier outil qui découle du modèle McMaster est le Family Assessment Device, le FAD. Créé en 1983 par Epstein, Baldwin et Bishop, cet outil est celui qui est le plus utilisé par les cliniciens. Il prend la forme d'un auto-questionnaire complété par tous les membres de la famille, excluant les enfants de moins de 12 ans. Il comporte 6 sous-échelles qui évaluent chaque domaine du fonctionnement familial et une échelle qui évalue le fonctionnement global de la famille. Il se remplit en 15-20 minutes. Plus le score est élevé, plus le fonctionnement de la famille est dysfonctionnel. Cet outil est utile pour dépister les familles ayant un fonctionnement familial non optimal avant la thérapie systémique, thérapie que Raquel expliquera plus tard dans la présentation. De plus, il permet aux cliniciens de déterminer dans quel domaine la difficulté familiale se trouve et enfin, d'évaluer les changements amorcés par la thérapie systémique. L'utilisation du FAD reste pertinente après toutes ces années. En effet, il a été utilisé dans plus de 40 études au fil du temps et il a été évalué dans plusieurs autres. Ces études démontrent que le FAD a une bonne cohérence interne, c'est-à-dire une cohésion entre les items qui composent l'instrument et ceux entre les différents types de familles qui présentent des problématiques psychiatriques et médicales. Il démontre une bonne fiabilité test-retest, donc une fidélité dans la constance des résultats, ainsi qu'une évidence empirique de son utilité dans différentes cultures.
Cet outil permet aussi de récolter une description riche et complète du fonctionnement familial et permet d'évaluer chaque domaine en profondeur. Le FAD a été traduit en plusieurs langues, mais les outils n'ont pas tous été évalués. Cet outil comporte certaines limites. L'auto-questionnaire peut amener des difficultés selon le niveau de littératie de la personne. De plus, la fiabilité des faits rapportés est difficilement évaluable. En effet, il a été démontré que les croyances et les autodéclarations ne sont pas nécessairement isomorphes avec les comportements. De plus, selon plusieurs études, la sensibilité et la spécificité du FAD n'est pas optimale. Il a malgré tout été conservé étant donné qu'il fournit une description riche du fonctionnement familial. L'auto-questionnaire limite aussi la compréhension de l'évaluateur au niveau des interactions entre les membres de la famille et du non-verbal, ce qui peut limiter la compréhension optimale du fonctionnement de la famille. Enfin, il est difficile de se fier uniquement au score global pour déterminer le dysfonctionnement d'une famille, étant donné qu'il peut y avoir une grande variabilité des résultats au sein des individus. Cependant, les auteurs se sont adaptés à cette réalité. Si une famille démontre des scores de vulnérabilité dans plus de la moitié des 6 domaines, ou s'il y a des désaccords importants entre les parents, on peut considérer que celle-ci bénéficierait d'une intervention. Cette méthode rend l'outil plus discriminant pour établir des dépistages menant à une intervention. Les limites du FAD ont poussé Miller et Hall à développer en 1994 une autre échelle, soit le McMaster Clinical Rating Scale, le MCRS. Cette échelle est complétée par un observateur externe lors d'une rencontre familiale et comporte 7 items, soit 6 items par dimension et 1 item pour le fonctionnement général de la famille. La durée du questionnaire est variable et tous les membres de la famille sont invités à y participer. La MCRS offre une description plus spécifique des niveaux de fonctionnement de la famille et des interactions, car il donne accès au non-verbal des personnes évaluées et à la perspective du clinicien, ce qui enrichit la compréhension du système familial. Son utilisation et son enseignement sont simples et accessibles pour les cliniciens qui sont habitués de faire de la thérapie. Le MCRS a été évalué dans plusieurs études et démontre une bonne fiabilité interjuge et test-retest. L'échelle a une bonne validité discriminante. Des études ont démontré qu'elle parvenait à discriminer la difficulté familiale lorsqu'un membre présentait des problématiques de santé mentale. De plus, il a été démontré qu'elle avait une bonne validité prédictive. L'échelle a été utilisée dans une recherche chez les enfants de 5 ans issus de familles dysfonctionnelles avec un suivi à 12 ans et à 16 ans. L'utilisation de l'échelle sur cette période a démontré que ces enfants avaient davantage de problématiques de santé mentale et des comportements dysfonctionnels à l'adolescence. Cependant, le MCRS comporte certaines limites. Elle démontre une fiabilité interéchelle modérée. Le manque de standardisation pour l'entrevue peut biaiser les perceptions d'un évaluateur inexpérimenté quant aux données suffisantes pour mener à bien l'évaluation, ce qui peut fausser son analyse par la suite. Toujours en 1994, Miller et Hall ont commencé à utiliser le McMaster Structure Interview of Family Functioning, le MECSIF, une entrevue structurée menée par un intervenant auprès de la famille. Cette entrevue peut compléter le FAD ou le MCRS. L'entrevue se fait selon des étapes précises, soit l'orientation, l'identification des problèmes par la famille, les moyens de résolution entrepris et l'évaluation des 6 dimensions. Le MECSIF enrichit davantage l'évaluation du fonctionnement familial et complète les informations recueillies par les 2 autres outils. Il offre un aperçu des forces et des faiblesses de la famille et est adapté aux différents modèles familiaux. La standardisation de l'entrevue permet de former un grand nombre de cliniciens rapidement et simplement afin que ceux-ci acquièrent une structure d'entrevue facilitante, ce qui permet d'augmenter l'accessibilité en première ligne, comme par exemple pour les SPS, et en milieu de recherche. La combinaison avec le FAD ou le MCRS ont démontré une bonne valeur prédictive. Donc, il est préférable pour améliorer la sensibilité et la spécificité d'utiliser les 2 outils en même temps. Pour ce qui est des limites, la littérature expose que le MECSIF a été étudié davantage chez des familles ayant des problématiques de santé mentale, mais il manque d'études empiriques pour l'évaluation du fonctionnement familial lors d'une problématique de santé physique.
Pour ce qui est de la dimension réponse affective, l'expression des émotions passe beaucoup par la déception et la colère chez le père. Du côté de la mère, elle s'investit beaucoup, elle est plus réactive, ce qui se manifeste par des pleurs ou de la colère contre son mari. Ryan, lui, s'exprime peu devant son père et lorsqu'il s'ouvre à sa mère, il se referme aussitôt parce qu'il ne veut pas l'inquiéter. Il tend à s'isoler parce qu'il se rend compte de la friction présente entre ses parents et croit que c'est de sa faute. Au niveau de la cinquième dimension, Ryan vous explique que c'est pas récent qu'il se sent déprimé. En fait, c'est depuis son adolescence qu'il ressent une profonde tristesse. Il ajoute que depuis le confinement dû à la pandémie, il se sent davantage isolé et trouve qu'il est moins motivé à étudier, ce qui exacerbe ses symptômes dépressifs. Sa mère ressent la détresse de son fils et tente de le surprotéger, ce qui irrite le père. Le père trouve que son fils devrait compter sur lui-même et ne devrait pas s'apitoyer sur son sort puisqu'il a tout ce dont il a besoin. Les propos du père irritent la mère. Enfin, pour ce qui est de la dimension du contrôle du comportement, nous notons que Ryan s'isole, passe beaucoup de temps au lit, ne se présente pas pour les périodes de repas en famille, ce qui vaut toujours des commentaires du père. Ryan n'est pas du genre à être impulsif ou à attirer l'attention des autres. Il se décrit comme étant introverti. Aucune histoire de violence physique ou d'abus de substances n'a été rapportée au sein de la famille. Lors de sorties familiales, Ryan est introverti tout en restant adéquat. Le père vante souvent les mérites du frère aîné en présence de personnes extérieures, ce qui agace Ryan et le fait sentir coupable de sa situation. Au fur et à mesure de l'évaluation, l'IPSSM est en mesure de se schématiser ce qui ressort le plus problématique au sein de la dynamique familiale, qui est présenté ici sous forme de modèle transactionnel dysfonctionnel tel que proposé par le modèle de McMaster. Donc ici, on observe que lorsque Ryan s'isole, plus sa mère cherche à le surprotéger, ce qui frustre son conjoint et apporte des tensions au sein du couple. Sensible à ça, Ryan se sent coupable et s'isole davantage. À travers cette circularité, l'IPSSM est en mesure de formuler des hypothèses systémiques qu'elle partage avec la famille lors de l'entrevue afin d'en discuter avec les différents membres de la famille. Afin de bien formuler nos hypothèses systémiques, il est important que celles-ci soient basées sur des articles scientifiques. Selon Thompson-Hollins et ses collaborateurs, nous savons qu'un style parental de surprotection peut inhiber le développement de mécanismes d'adaptation chez le jeune et favoriser un manque d'estime de soi, ce qui entretient le développement et le maintien de symptômes dépressifs et anxieux. Donc nous pouvons formuler une première hypothèse, soit que la mère pourrait démontrer un style parental de surprotection envers Ryan, favorisant un manque de confiance en lui et pourrait entretenir ses symptômes dépressifs tels que l'isolement, la perte d'intérêt et de motivation, ce qui perturbe le fonctionnement familial. Comme deuxième hypothèse systémique, Way et Kendall ont démontré que lorsqu'un parent se montre peu sensible et peu ouvert aux discussions sur les émotions et les sentiments de l'enfant, le manque de validation émotionnelle peut être associé au développement et au maintien de symptômes dépressifs chez le jeune. Donc, nous pouvons formuler l'hypothèse suivante, soit que le père peut se montrer distant et démontre peu de validation émotionnelle auprès de Ryan, ce qui favorise le développement et le maintien de symptômes dépressifs également. Suite au partage des hypothèses systémiques avec la famille et des discussions que ça a suscité, en fin de rencontre, il est également important de formuler en partenariat avec la famille des objectifs thérapeutiques. Donc ici, ce qu'on a formulé ensemble, c'est d'accorder plus d'espace pour le développement personnel de Ryan et ensuite améliorer la communication au sein de la famille. Donc ce sont des objectifs qu'au fil des séances, on va voir comment est-ce qu'on va être capable d'améliorer ça et aussi de voir est-ce qu'au final, on a été capable de les atteindre, ces objectifs.